Le président de la Chambre de représentants belge, André Flao, est dans nos murs. L'objet de sa visite porte sur les relations bilatérales entre l'Assemblée nationale de la RDC et le Parlement belge. Le diplomate belge a rencontré le ministre congolais des Affaires étrangères et son homologue congolais Aubin Minakou. Dans ce journal, nous parlerons aussi de l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs dans les provinces du Bas-Congo oriental. Un second tour est prévu pour le mercredi prochain. La CENI souhaite que ça se passe dans l'apaisement. Nous aurons sur ce plateau son vice-président Jacques Njoli. Et puis une alliance vient de naître entre deux compagnies aériennes en RDC, Fly Congo et CAA. Désormais, ils forment Fly CAA. Les deux compagnies ont signé un accord commercial et technique pour faire face à la crise financière qui n'épargne aucun secteur. Voilà tout pour les titres. Madame, Messieurs, bienvenue à tous. On commence avec cette nouvelle. André Flao, président de la Chambre des représentants belges, séjourne à Kinshasa. L'objet de sa visite porte sur les relations bilatérales entre l'Assemblée nationale de la RDC et le Parlement belge. Le diplomate belge a rencontré le ministre congolais des Affaires étrangères, coopération internationale, Raymond Chibanda. Ensemble, ils ont évoqué la situation sécuritaire qui prévaut dans l'est du pays. L'objet de la visite en RDC d'André Flao s'inscrit dans le cadre de relations entre l'Assemblée nationale et le Parlement belge. Profitant de sa visite de travail, il a choisi de rencontrer les autorités congolaises, dont le patron de la diplomatie Raymond Chibanda, ministre des Affaires étrangères, coopération internationale et francophonie. Les deux personnalités, outre les relations entre Kinshasa et Bruxelles, ont évoqué les préoccupations du moment dans la situation sécuritaire dans l'Est. Nous avons évoqué très rapidement, très brièvement, puisque nous aurons sans doute encore l'occasion de nous revoir, les différentes préoccupations du moment, et notamment la situation dans l'est du Congo, où je me rendrai demain. Le diplomate belge est également revenu sur l'abstention de son pays sur l'élection du Rwanda comme pays non permanent au Conseil de sécurité des Nations Unies. Pour André Flao, son pays a adopté une attitude claire, celle de laisser le soin au Conseil de sécurité de l'ONU de prendre les mesures qui s'imposent. Mais la Belgique a adopté une attitude qui, à mon sens, est une attitude claire et qui donnait un signal clair également. Maintenant, il faut laisser au Conseil de sécurité le soin d'examiner le rapport final et de prendre les mesures qui s'indiquent. Après Kinshasa, le président de la Chambre des représentants belges se rendra mardi dans l'est de la RDC pour palper du doigt les réalités de la situation sécuritaire et humanitaire. Le président de la Chambre des représentants belges, André Flao, a également été reçu ce lundi par son homologue congolais, Aubin Minakou, au centre de leur entretien des actions à mener dans le cadre de la diplomatie parlementaire pour l'atteinte de l'objectif final, le retour de la paix dans la partie est de la RDC. Arrivé les dimanches à Kinshasa, le président de la Chambre des représentants belge, André Flao, séjourne à Kinshasa sur invitation lancée par le président de la Chambre basse lors de sa participation à la 38e session de l'APF à Bruxelles. Il y a peut-être au niveau des parlements, c'est à ce niveau que je parle, des choses qui peuvent être faites pour aider, favoriser à renouer le dialogue, mais surtout faire arrêter les massacres. Diplomatie parlementaire pour le retour de la paix dans l'Est, le président Aubin Minakou entreprend plusieurs initiatives pour cet objectif. Et la Chambre de représentants belge a répondu à l'appel du Parlement congolais. Je remercie le président de m'avoir invité pour prolonger le partenariat qui a été signé entre l'Assemblée nationale du Congo et le Parlement belge, la Chambre des représentants. La Belgique émet donc des réserves sur la présence du Rwanda au Conseil de sécurité des Nations Unies. La Belgique a exprimé une abstention. C'est le rôle du ministre des Affaires étrangères au nom du gouvernement belge. Ça a été fait. Moi, je suis président d'Assemblée. J'essaie de voir comment on peut, en collaborant, en partenariat avec aussi peut-être nos collègues d'autres pays voisins pour essayer de retrouver la voie de la raison et la voie de la paix. Bien avant, Aubin Minakou a conféré avec Roger Miss, venu encourager l'Assemblée nationale sur les lois adoptées et d'autres en examen à la Chambre basse du Parlement congolais. Devant les députés nationaux, André Flao devra donc se prononcer ce mardi en plénière. Durant son séjour, André Flao, président de la Chambre des représentants belges, se rendra dans l'est de la République démocratique du Congo, à Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu.
Nous l'annoncions en titre, il y aura un second tour pour l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs dans les provinces du Bas-Congo oriental. La CENI souhaite que ça se passe dans l'apaisement. Sur ce plateau, son vice-président Jacques Joly qui a supervisé le vote à Matadi dans la province du Bas-Congo. Bienvenue. Merci madame. Alors pourquoi l'apaisement et la transparence? Ce sont vos propos relayés par Radio Okapi. Est-ce que la CENI craindrait-elle quelque chose à ce jour? Non, toute consultation électorale est un moment d'intense émotion pour aussi bien les électeurs que pour la population. C'est vrai que l'élection du gouverneur, c'est une élection des grands électeurs, mais qui a un impact énorme sur l'environnement. C'est un gouverneur de toute la province. Et comme je l'ai dit, une élection doit être une occasion de fête, de réconciliation, surtout dans nos provinces, où il y a plusieurs sensibilités, susceptibilités, plusieurs sociologies. Il est important que tous nous puissions regarder dans la même direction pour que la paix, qui est la valeur cardinale dans la société, soit sauvegardée, aussi bien dans le Bas-Congo que dans la province orientale, parce qu'à la fin, il y aura un seul gouverneur. Nous avions au départ 16 listes, après il y a eu des désistements, et à la fin, après la consultation, nous avons 2 listes qui sont retenues, aussi bien dans le Bas-Congo qu'à la province orientale où il y avait 5 listes. Donc ceux qui n'ont pas été retenus doivent maintenant soutenir l'un ou l'autre candidat, et à la fin, ça doit être une fête, des fêtes provinciales, parce que les provinces sont de maillons importants dans la construction de l'État congolais de demain. Voilà une question qui se pose. Pourquoi avoir organisé ces élections maintenant? Parce qu'il faut le dire, hein, vous avez annoncé il y a des élections provinciales qui sont peut-être prévues pour l'année prochaine. Oui, il faut toujours comprendre ce qu'on appelle l'organisation et le fonctionnement. La loi impose, et même la Constitution, que 30 jours après la démission ou toute forme de fin de mandat d'un gouverneur, il faut organiser les élections dans les 30 jours. C'est une obligation constitutionnelle et légale. Mais les élections provinciales qui vont intervenir, ça c'est la dynamique, n'est-ce pas, des institutions. S'il y a une nouvelle assemblée, une nouvelle majorité qui va se dégager au cours de prochaines consultations, ben, cette nouvelle composition va imposer au gouverneur de remettre, n'est-ce pas, de manière élégante, sa démission. Et alors, s'il ne le fait pas, l'Assemblée pourra faire une motion et on va aller aux nouvelles élections. Donc, il faut voir les institutions dans leurs aspects statiques, prévus par les textes, mais aussi dans leur dimension dynamique, qui est le fonctionnement, la vitalité démocratique. Merci, Monsieur Jacques Joly. Je rappelle que vous êtes le vice-président de la CENI. Merci. Merci, madame. Réunir le pays d'un bout à l'autre par voie routière en RDC, c'est une des ambitions du gouvernement Matata qui compte mobiliser des fonds pour l'entretien routier par sa structure Foner. Le sujet était au centre des échanges ce lundi au cours de la réunion thématique hebdomadaire du secteur productif du gouvernement. La situation du Foner, le fonds d'entretien routier, était le seul point inscrit à l'ordre du jour à la réunion thématique secteur productif de ce lundi 29 octobre. En effet, le chef du gouvernement qui présidait cette réunion mise sur la réhabilitation de la voie routière pour la réunification de la République démocratique du Congo, et ce, grâce aux moyens propres du pays par le biais du Foner. Un objectif très possible à atteindre car déjà, grâce à l'impulsion du chef de l'État, plusieurs coins du pays, dont la ville de Kinshasa, voient ses routes réhabilitées, d'autres même modernisées. À l'issue donc des débats sur cette question importante, il a été décidé, il a été recommandé au ministre en charge des ITPR de procéder au lancement très rapide de ce programme important de réunification routière au niveau de l'ensemble du territoire national, mais également il a été décidé une meilleure gouvernance et une bonne communication sur la question liée à la mobilisation et à la gestion de ressources du Foner. Puisque cette réunion est intervenue au lendemain du retour d'une tournée en Europe occidentale du chef du gouvernement, une restitution de sa part à ce sujet à l'endroit de ses ministres a eu lieu au début de cette rencontre.
Et on revient sur la première sortie européenne du Premier ministre Matata Ponyo qui s'était rendu en Belgique et en Allemagne. Une tournée au cours de laquelle il s'est employé à vendre l'image positive de la RDC. Et au cours de l'émission en grande interview avec Jean-Marie Kassamba, le chef de l'exécutif congolais a déballé les grandes lignes de son carnet de voyage et de son mandat, dont voici l'essentiel. Le chef du gouvernement a visé juste en commençant pour son premier voyage en Europe par la Belgique et l'Allemagne, cœur de l'Union européenne. À Bruxelles, tout comme à Berlin, Matata Ponyo a passé le message de la RDC, agressée dans sa partie Est par des pays voisins, clairement identifiés, en l'occurrence le Rwanda. Du point de vue de la compréhension, nous avons démontré carrément l'implication d'un pays comme le Rwanda dans la préparation et dans l'initiative et dans le soutien de ces mouvements. Et nous avons dit que ce n'est pas le fait uniquement d'une appréciation congolaise. Il y a un rapport des groupes d'experts des Nations Unies qui l'a démontré avec preuve à l'appui. Un voyage du reste positif car le chef du gouvernement s'est vu féliciter des efforts fournis dans le cadre de la stabilisation macroéconomique, la politique intérieure et la reconstruction du pays. Lorsqu'une institution réputée pour sa rigueur, comme le Fonds monétaire international, félicite un gouvernement pour une gestion excellente des finances publiques, il n'y a pas 1000 experts pour le faire. Mais les résultats sont tels que dans 12 mois, dans 24 mois, les résultats seront énormes. Et par rapport à sa feuille de route, Matata Ponyo pense que la rigueur, l'abnégation et la lutte contre la corruption aideront ce grand pays à s'affirmer davantage dans le concert des nations. L'absence de la corruption et de la fraude dans le traitement des dossiers, la bonne gouvernance, la gestion rigoureuse des ressources publiques, les suivis et évaluations. Vous avez vu, au terme des 100 premiers jours, chaque ministère a été coté sur base d'une feuille de route conformément à la vision du chef de l'État. Et dans les couloirs de la primature, l'on annonce déjà un autre déplacement en Occident avant la fin de cette année. Citoyenneté, diversité linguistique et culturelle à l'ère de la mondialisation, c'était le thème de la 127e Assemblée de l'Union interparlementaire. Et la participation de la RDC à cette assemblée a été ponctuée par l'intervention du président de l'Assemblée nationale, Aubin Minakou. Au Québec, pour participer à la 127e Assemblée de l'Union interparlementaire, le président de la Chambre basse a pris la parole au nom de la délégation du Parlement de la République démocratique du Congo. L'intervention d'Aubin Minakou a été effectuée dans le cadre du débat spécial, démontrant la richesse de la diversité culturelle, linguistique, raciale, ethnique et religieuse de la RDC. Aubin Minakou a stigmatisé tout projet de balkanisation du territoire congolais. Certains pays voisins instrumentalisent les groupes ethniques vivant de part et d'autre de nos frontières communes pour déstabiliser l'Est de la République démocratique du Congo. Se référant au thème de ces assises, le chef de la délégation a fait mention de la protection et promotion des droits de l'homme au respect des conventions internationales. Devant plus de 1500 délégués qui avaient effectué le déplacement du Canada pour prendre part à cette assemblée de l'Union interparlementaire, Aubin Minakou a porté haut la voix de la République démocratique du Congo pour aboutir à la condamnation du Rwanda. De concert avec M. Joseph Kabila, président de la République démocratique du Congo, j'en appelle à une déclaration forte condamnant toute forme d'agression contre un État membre et encourage toutes les voies pacifiques pour la paix, la sécurité et le développement dans le monde en général et dans la région des Grands Lacs en particulier. Vous vous posez certainement la question de savoir si les informations rendues publiques par l'entreprise Kibali au sujet de son projet aurifère sont authentiques. Eh bien, c'est ce que nous allons tous découvrir dans ce mini-reportage réalisé par notre envoyé spécial sur place à Dokodurba, où cette entreprise développe ses activités. Gloria Kumwimba fait partie de la délégation des journalistes qui sont descendus sur le site pour s'en rendre compte. C'était dans le cadre d'une journée médiatique. Dokodurba. C'est ici que l'entreprise Kibali développe son gigantesque projet aurifère. Après le passage il y a quelques semaines du président de l'Assemblée nationale Aubin Minakou et de l'archevêque d'Isiro Nyangara, une frange de la presse
a également fait le déplacement du site. Question de se rendre effectivement compte des informations que relaie cette entreprise. Premier site visité, la mine souterraine, en pleine construction, d'une profondeur prévue de 800 mètres. Au moins 37 millions de tonnes de minerais sortiront de la mine souterraine durant son exploitation. À quelques mètres de là, un puits en construction de 800 mètres de profondeur, ce qui donnera 2 accès à la mine souterraine. Ici, la mine à ciel ouvert, dont les activités ont débuté depuis le 2 juillet dernier. Selon les estimations, près de 15 millions de tonnes de minerais en sortiront. C'est également de cette mine que sortira le premier lingot attendu pour le 3e trimestre de 2013. Toujours sur ce vaste chantier, l'usine métallurgique, elle aussi en construction. Elle va traiter tous les minerais qui sortiront de 2 mines. Un autre site qui a attiré l'attention des visiteurs, la cité de Kokiza, Joli-Joli. Environ 3800 familles venues de la zone d'exclusion y seront réinstallées. Et à ce jour, près de 314 familles ont déjà été réinstallées. Outre la réinstallation, Kibali s'est également investi dans la construction des écoles. Une école primaire, une école secondaire et une école technique y seront opérationnelles et construites selon les normes exigées par le ministère de l'EPSP. Au total, l'entreprise prévoit d'en construire 14. La journée s'est clôturée par une conférence de presse tenue par Marc Bristow, président de Kibali et directeur exécutif de Randgold. Ce dernier a déclaré qu'une fois entré en production, Kibali s'avérera comme un moteur économique pour la RDC, du fait notamment des dividendes et impôts versés à l'État congolais. Vous avez certainement reconnu la voix de Jules Mwamba. Une première dans le secteur d'aviation civile en RDC, une alliance vient de naître entre 2 compagnies aériennes, Fly Congo et CAA. Désormais, ils forment Fly CAA. Les 2 compagnies ont signé un accord commercial et technique pour faire face à la crise financière qui n'épargne aucun secteur. L'annonce de ce partenariat a été faite ce lundi. Ils étaient concurrents jusqu'il y a peu, mais désormais c'est dans la même direction qu'ils s'orientent. Fly Congo et CAA, 2 compagnies aériennes, uniront désormais leurs forces pour faire face à la pression économique grave sur les secteurs de l'aviation civile et le transport aérien mondial. Il s'agit non seulement pour les 2 sociétés de s'assurer de l'avenir, mais également et surtout permettre au transport aérien de la RDC de se développer dans la modernité. C'est une collaboration déjà dans les points de vente pour pouvoir travailler ensemble et d'amener nos clientèles respectives. Et cette clientèle respective, aujourd'hui, ça représente, grosso modo, dans le marché domestique, un peu plus de 85%. Eh bien, nous allons tenter d'apporter un service unique et un service flexible. Mais alors, quelles peuvent être les conséquences d'une telle alliance? Nous espérons qu'il y aura un développement sur le secteur en général. Nous allons assister le gouvernement pour éventuellement sortir de la liste noire, qui est notre souci majeur, parce que toute société d'aviation doit se développer. Elle ne peut pas rester en stand-by, elle doit se développer. Et pour nous, le développement, c'est non seulement au niveau national, mais au niveau international. Les passagers CA vont pouvoir acheter des billets Chikapa-Jobourg, ils vont voler sur les avions CA de Chikapa jusqu'à Kinshasa et naturellement prendre place à bord des avions de Fly pour Jobourg. Il ne s'agit donc pas d'une fusion mais d'une alliance telle qu'il en existe sous d'autres cieux, à l'instar de Star Alliance qui est la première alliance de compagnies aériennes avec plus de 26 membres. Et puis Liska Bayou est vice-ministre du budget et vice-présidente de l'Union nationale de démocrates fédéralistes UNADEF, a rencontré le dimanche 28 octobre sa base à Lemba. Au cours de cet entretien, il était question de faire un état de lieu des activités de sa base dans cette commune et revivifier les structures du parti. C'est une réunion de concertation en vue de la redynamisation des activités de l'Union nationale des démocrates fédéralistes, section Lemba. Une réunion convoquée sur orientation personnelle de l'autorité morale de l'UNADEF, Charles Mwando Simba, et son président Aïe Moussengrov. Après l'hymne national, suivi d'une scénette retraçant la situation sécuritaire dans l'est de la RDC, le président fédéral Kin Est a procédé à la présentation des membres de certaines fédérations et des comités des différents quartiers de Lemba.
Dans son adresse, Liska Bayoué a souligné l'importance de maintenir l'UNADEF sur l'orbite des grands enjeux de l'heure. Pour ce faire, nous devons faire un état des lieux de nos compétences internes dans le but ultime de revivifier les structures de notre parti en vue de rétablir une réelle cohésion entre le sommet et la base. Dans cette perspective, vos contributions à travers les échanges de tout à l'heure seront les bienvenues. D'ores et déjà, je relève que cette rencontre n'est que le point de départ du processus de relance de l'UNADEF. En plus de la situation sécuritaire à l'est du pays, d'autres questions de l'heure ont été évoquées, notamment la dédollarisation et la bancarisation. C'est l'une des premières réunions de l'UNADEF tenue après le conclave de juin dernier. Elle entrevoit d'organiser dans toutes les fédérations pareilles rencontres en vue d'assurer la compétitivité du parti. En sport, sachez que du 26 au 28 octobre 2012, la province du Bandundu a vibré au rythme des 9e championnats nationaux de taekwondo dames et messieurs organisés par la Fédération congolaise de tutelle. Cette compétition à laquelle ont pris part 8 provinces du pays s'est achevée par le sacre de la ville-province de Kinshasa, vainqueur du tournoi avec 4 médailles en or et 2 en bronze. Une dame a impressionné durant ce challenge, Irène Pambou du Bas-Congo, plébiscitée révélation du tournoi. Regardez. Simone Fou n'est pas venu ici au stade du 30 juin de Kikwit, dans les Bandundu, assister à un match choc de football du championnat local, mais plutôt à la fête nationale de taekwondo, qui n'a duré que pendant 2 jours. Honoré Mazombo, représentant du comité olympique congolais, en donne d'abord le go. Au nom du mouvement sportif national, nous déclarons ouvert le championnat national de taekwondo ici à Bandundu. Ce parti place maintenant combat. Les 8 provinces annoncées à cette joute nationale sont présentées au public avec une particularité du genre. 11 filles dans 2 provinces, Kinshasa et Bas-Congo, et 3 catégories chez les dames sont retenues chez le moins des 49 kg, 52 et 63 kg. D'entrée de jeu, la prestation des athlètes impressionne déjà et la révélation s'appelle Irène Pambou du Bas-Congo, vainqueur chez le moins de 63 kg, de Sefera Bayelenge, battu à plate couture. Dans la catégorie des moins de 49 kg, très attendue, Bolili Parker s'est montrée plus technique et dominatrice face à Mbaki Nord, toutes deux de Kinshasa. L'une des finales époustouflantes du tournoi qui a laissé aussi une forte impression est celle opposant Claudie Mwaka, ici en rouge, à Mwanza Brenda, chez le moins de 52 kg. Au terme de la compétition, la ville-province de Kinshasa remporte 6 médailles, dont 4 en or et 2 en bronze, et sacrée championne de ses 9e championnats nationaux. Deux communiqués avant de refermer ce journal. La Direction générale des impôts et la Fédération des entreprises du Congo informent les entreprises tant publiques que privées, ainsi que les membres des corporations d'affaires et des associations professionnelles qu'elles organisent à leur intention une matinée fiscale sur la présentation des ordonnances loi à caractère fiscal du 21 septembre 2012, ce mardi 30 octobre 2012 à 10h précise dans la grande salle de la FEC, 6-10 avenue des Aviateurs dans la commune de la Gombe. À cet effet, les invite vivement à rehausser de leur présence la dite matinée faite à Kinshasa 23 octobre 2012 pour la Fédération des entreprises du Congo, Stéphane Veringa, secrétaire général, et pour la Direction générale des impôts, Vincent Kabwa Kanyampa, directeur général adjoint. Et puis la Direction générale des douanes et accises porte à la connaissance des participants aux réunions du comité de désengorgement du port de Matadi que suite à la publication au journal officiel des ordonnances numéro 007/2012, 011/2012 et 012/2012 du 21 septembre 2012 portant respectivement code des assises instituant un nouveau tarif des droits et taxes à l'importation ainsi qu'un nouveau tarif des droits et taxes à l'exportation. La réunion de ce mardi 30 octobre 2012 qui sera en partie consacrée à la vulgarisation de ces textes se tiendra à l'hôtel Venus dans la salle Bonobo à 10h précise. La présence de tous est vivement souhaitée. Deo Rugiza Maguera, directeur général de la DGDA. Voilà, merci à tous nos téléspectateurs qui nous suivent à travers le monde, notamment à Copenhague. Restez avec nous, la revue de presse, c'est tout de suite.
Télé50, plus proche de vous, Télé50 en connexion avec vous. Facebook, YouTube, Twitter, communiquer, échanger, dialoguer. Nous sommes là, disponibles et en symbiose avec vous. Vu sur le net, écrivez-nous, exprimez-vous. Et le tour d'horizon des titres à la une ce lundi à Kinshasa et dans le monde. C'est avec vous Claude Biringanine, bienvenue. Merci Grace. D'abord ce sujet d'actualité, surprise à Matadi et à Kisangani. Je suppose qu'on parle là des élections. Justement, forum des aspects alluvions à l'élection des gouverneurs dans la province orientale et du Bas-Congo. Selon ce journal, il suffirait d'une seule petite voix pour que le député national Jacques Mbadou remporte haut la main l'élection du gouverneur du Bas-Congo. Il est avec 14 voix, suivi du gouverneur intérimaire et candidat officiel de la majorité présidentielle de Onkoussou qui lui a obtenu 12 voix. Radio Kapi pour sa part de préciser le second tour devra ainsi départager les deux candidats les mieux placés au Bas-Congo. Ils ont donc 48 heures pour convaincre les députés provinciaux de leur accorder leur voix. Alors la prospérité est de constater que ce premier round a donné des résultats inattendus. Visiblement, estime ce tabloïd, les députés provinciaux n'ont pas respecté les consignes de vote. Chacun aura certainement voté selon ses propres convictions ou encore selon d'autres critériums, car en province orientale, le candidat Jean-Pierre Darwezi Mokombe, porté à bras le corps par la majorité présidentielle à Kisangani, a tout simplement été éliminé, conclut la prospérité. Et le deuxième tour est prévu pour mercredi 31 octobre. Justement. Voilà, continuons cette revue de presse avec la situation sécuritaire dans l'Est de la RDC. Justement, le phare confie que le président américain Barack Obama a fait publier mercredi dernier dans le Federal Register un avis indiquant que la situation qui prévaut en RDC continuait d'être considérée comme une urgence nationale pour les USA. Le journal d'ajouter à cet effet, une lettre officielle a été adressée au président de la Chambre des représentants pour lui rappeler la préoccupation présidentielle. À en croire le phare, la prolongation de la loi américaine sur le Congo constitue malgré tout l'expression de la volonté du gouvernement des USA de rectifier le tir au niveau de la région des Grands Lacs. Et pour sa part, le Soft International de revenir sur la tournée européenne du Premier ministre Augustin Matata Ponyo. Le journal de souligner jamais enjeux et opportunités ne s'étaient aussi croisés. D'un côté, le Premier ministre congolais était reçu à Bruxelles, puis ça en est allé en Allemagne, et de l'autre côté, Aubin Minakou, qui était aussi en tournée. Le Soft International de commenter, c'est comme si on attendait un changement générationnel en cours au Congo. Matata est venu certainement en éclaireur pour une visite d'État cette fois. Et oui, à 8 jours maintenant de l'élection présidentielle aux États-Unis, Libération nous propose un voyage au pays d'Obama et de Romney. Voilà, et c'est par le titre Sur la route des élections dans son éditorial. Et Libération ne cache pas sa préférence pour le président sortant. Les journaux de livret, Obama se bat le dos au mur dans des comtés perdus, des loyaux qui pourraient faire la différence dans une élection serrée comme jamais. Son rival est pourtant une caricature de républicain milliardaire, blanc et conservateur, sans souffle ni programme, estime en Libération. Mitt Romney est soutenu en revanche par The New York Post qui le crédite d'une meilleure crédibilité qu'Obama en matière économique. Le tabloïd reprend également les critiques du candidat républicain à propos de la façon dont Barack Obama a mal géré la crise libyenne et plus singulièrement l'attaque de la représentation américaine à Benghazi. Du côté de la presse arabe, enfin, on s'intéresse aux répercussions de la campagne américaine sur la guerre en Syrie. Le journal Asharq al-Assad explique que ni Obama ni Romney ne s'est donné la peine de dire la vérité à leur électorat sur ce qui se passe réellement en Syrie. La vérité, écrit le quotidien, c'est que ni l'un ni l'autre n'a l'intention d'affronter réellement ce qui se passe là-bas. Voilà, merci Claude pour ce tour d'horizon. Je vous en prie. Voilà la fin de cette revue de presse. Merci de votre fidélité à Télé50 et de nous suivre également sur Internet.